Donald Trump est toujours déterminé à pousser l'Ukraine à bout pour qu'elle n'ait d'autre choix que de céder, ce qui faciliterait évidemment la réalisation de la paix qu'il a promise au monde entier. Une paix où toute la pression retomberait sur Kiev, comme si les Ukrainiens étaient eux-mêmes responsables de l'invasion russe. Ainsi, après des discussions avec Zelensky dans le bureau ovale, Washington a pris une mesure radicale, la suspension de toute aide militaire états-unienne à l'Ukraine. Et cette suspension inclut aussi l'aide déjà approuvée par l'administration Biden et qui était en cours d'acheminement. L'objectif il est clair, forcer Zelensky à se soumettre. En d'autres termes, jusqu'à nouvel ordre, la livraison de toutes les armes états-uniennes permettant à Kiev de se défendre contre l'invasion russe est mise en pause. Trump suspend l'aide militaire à l'Ukraine après un différend avec Zelensky. Et c'est pas tout. Toutes les collaborations non militaires sont également suspendues. Par exemple, le partage des renseignements collectés par les services de renseignement US. Les amis, le gouvernement des États-Unis a décidé d'exercer une pression maximale. D'après l'administration Trump, l'aide ne sera rétablie que lorsque les dirigeants ukrainiens prouveront leur engagement sincère en faveur de la paix. Attention, ça vient directement d'un haut responsable des États-Unis, on l'a déjà dit. Avec Trump, les tyrans s'en sortent toujours bien. Disons que cette Maison-Blanche a envoyé un message très clair. Il est bien plus facile de faire pression sur la victime que sur l'agresseur. La situation est devenue critique pour les Ukrainiens, alors même qu'il est évident qu'ils ont besoin de l'aide militaire des États-Unis. À tel point que Zelensky a dû publier un communiqué il y a quelques jours pour déclarer ceci. Notre rencontre à Washington à la Maison-Blanche vendredi ne s'est pas déroulée comme prévu. C'est regrettable que ça se soit passé ainsi. Nous souhaitons que la coopération et la communication future soient constructives. Depuis vendredi de la semaine dernière, après une violente altercation dans le bureau ovale, Donald Trump et J.D. Vance exigent que Zelensky s'excuse et demande pardon. Le problème, on ne sait pas vraiment de quoi il devrait s'excuser. Zelensky n'a pas seulement été entraîné dans cette dispute, il en a été la victime. On a tenté de le traiter comme un subalterne et de le forcer à accepter totalement la position de Trump devant les caméras. Mais peu importe. La situation est ce qu'elle est. Et avec ce post sur X, le président ukrainien a cherché à calmer le jeu. Il ne reconnaît pas de faute, il ne demande pas strictement pardon, mais il admet que la situation était regrettable. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi qu'il en soit, quelques instants plus tard, et on parle ici de minutes, pas d'heures, cette nouvelle est tombée. Les États-Unis et l'Ukraine s'apprêtent à signer un accord sur les minerais mardi, selon des sources. Finalement, il semble bien qu'il y aura à un moment ou à un autre la signature de l'accord dit des minerais ukrainiens. Alors, à l'heure du tournage de cette vidéo, cette signature n'a toujours pas eu lieu, mais on n'est pas à l'abri qu'elle ait lieu entre le moment du tournage et de la publication. Donc j'espère que vous me pardonnerez cet aléa. Bref, cet accord aurait dû être signé la semaine dernière, mais il s'est effondré à cause de l'affrontement verbal et l'absence de garantie en matière de sécurité. On se retrouve donc avec deux questions. En quoi consiste précisément cet accord? Et surtout, qu'est-ce que le président ukrainien est en train d'échanger dans l'espoir de le signer? On va commencer par le premier point. Il y a beaucoup de battage médiatique autour de cette histoire. Cet accord, c'est essentiellement un simple Memorandum of Understanding. En clair, un accord dans lequel les parties s'engagent à mettre en place un fonds où la moitié des revenus générés par de nouveaux projets d'exploitation des ressources naturelles sera versée au gouvernement ukrainien. Ces fonds utiliseraient ensuite ces ressources pour investir en Ukraine et très probablement pour acheter des armes. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'un Memorandum of Understanding, un accord de coopération entre gouvernements, pas d'un contrat contraignant. Tout reste à négocier et à finaliser. Et bien sûr, ce seront les entreprises privées qui devront investir pour exploiter ces ressources naturelles, ce qui au passage prendra énormément de temps. Faut savoir que lancer de grandes opérations minières peut prendre plus d'une décennie. D'ailleurs, il n'existe même pas de cartographie récente des ressources naturelles ukrainiennes. Les seules données disponibles remontent à l'époque soviétique et sont très limitées. En réalité, on ne sait même pas avec certitude si les gisements de minerais critiques, comme les terres rares, sont réellement exploitables à l'échelle commerciale. D'ailleurs, certains experts sont très sceptiques à ce sujet. Regarde par exemple la conclusion frappante du célèbre analyste de Bloomberg, Javier Blas. À ma connaissance, l'Ukraine ne possède pas de gisements importants de terres rares, hormis de petites mines de scandium. Javier Blas, chroniqueur pour Bloomberg Opinion. Au mieux, la valeur de toute la production mondiale de terres rares s'élève à 15 milliards de dollars par an. J'insiste sur le par an. C'est l'équivalent de la valeur de seulement 2 jours de production mondiale de pétrole. Même si l'Ukraine avait des gisements gigantesques, ils ne seraient pas si précieux en termes géoéconomiques. Mais bon, au-delà des terres rares, l'Ukraine possède bel et bien d'autres minerais critiques, comme le gallium et le titane. Ça ne fait aucun doute. Le problème, encore une fois, c'est que les cartographies géologiques, elles ne sont pas à jour. On ne sait donc pas précisément quelles sont les réserves disponibles, ni si elles sont réellement exploitables de manière rentable. Et c'est pas seulement une question de lancer des mines et de construire toute l'infrastructure nécessaire. Avant ça, il faudra mener toutes les recherches géologiques. Autrement dit,
Ça va prendre encore plus de temps. Alors qu'est-ce que tout ça signifie? Eh ben, qu'on a affaire à un accord qui pose les bases pour faciliter les investissements à long terme en Ukraine, mais pas grand chose de plus. En réalité, ce qui va se passer et la manière dont cette collaboration va évoluer ne dépendra probablement même pas de cette administration actuelle. On a donc avant tout une grosse opération de communication qui permet à Trump de dire quelque chose du genre « On a dépensé de l'argent en Ukraine, mais grâce à moi, en retour, on va recevoir plein de ressources et de bénéfices. » C'est faux. Mais bon, c'est comme ça que les choses fonctionnent à Washington en ce moment précis. Et devine quoi, c'est pas la première fois que Trump a fait un coup comme celui-ci. Regarde cette info qui date de 2017. Trump et Ghani s'accordent sur le fait que les États-Unis peuvent aider à développer les minerais de terres rares en Afghanistan. Ok, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas aussi concret que maintenant en Ukraine, mais l'histoire était en partie similaire. Et tu sais ce qui s'est passé? 2 ans plus tard, Trump a signé un accord avec les talibans qui a de facto remis le pays entre leurs mains. Et je le répète, cette fois-ci les choses sont peut-être plus complexes, mais au final, on parle toujours d'un simple Memorandum of Understanding que Trump veut présenter comme une immense victoire politique. Ce qui nous amène directement à la deuxième question. En échange de quoi Zelensky va-t-il accepter de signer un accord qui lie l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes aux États-Unis? Eh bien, tout simplement pour éviter que l'aide militaire soit gelée et pour s'assurer qu'elle continue à arriver. Une aide qui comprend des munitions essentielles, des centaines de lance-roquettes guidées, des armes anti-chars et des systèmes de défense antiaérienne, entre autres. Faut bien comprendre que l'Ukraine dépend fortement des États-Unis pour sa défense aérienne, principalement parce que seuls les systèmes antimissiles Patriot des États-Unis sont capables d'intercepter certains types de missiles balistiques que la Russie envoie quotidiennement sur l'Ukraine. Les amis, l'idée est maintenant très claire. Si Zelensky ne signe pas, alors Kiev aura des problèmes pour défendre ses villes contre les missiles russes qui s'abattent sur les civils ukrainiens pendant leur sommeil. Mais s'il signe sans garantie de sécurité, il offre en réalité une victoire politique à Trump tout en laissant l'Ukraine vulnérable à une nouvelle invasion russe dans quelques années. Parce que faut pas oublier que cette guerre a commencé parce que Vladimir Poutine considère que l'Ukraine n'existe pas et doit appartenir à la Russie. C'est pour ça que Zelensky insiste autant sur les garanties de sécurité. Parce que sans ces garanties, ce que Trump leur demande, c'est une reddition pure et simple. Une capitulation sans aucune contrepartie, juste pour que Washington puisse marquer un point en mettant fin au conflit. Et justement, il est là le problème. C'est pas que Zelensky ne souhaite pas la paix, contrairement à ce que répète la propagande du Kremlin des deux côtés de l'Atlantique. Le vrai problème, c'est qu'il sait qu'avec la Russie, un simple accord ne vaut rien. Et le fameux deal sur les minerais, c'est surtout un coup politique pour Trump. Mais ça ne change absolument rien à la sécurité future de l'Ukraine. Tu vois où il est le piège ? Zelensky sait que cet accord sur les minerais ne vaut rien, ne garantit rien, et en plus, il vient d'un président dont la fiabilité est, disons, pour le moins discutable. Non seulement parce que son mandat à la Maison-Blanche a une durée limitée, mais aussi parce qu'il suffit de voir ce qu'il a fait avec le Canada et le Mexique. En 2019, il leur a imposé une renégociation de l'ALENA pour signer un nouvel accord commercial. Trump l'a signé, et quelques années plus tard, il l'a dynamité avec des tarifs douaniers. Du grand n'importe quoi. Mais évidemment, Zelensky n'a probablement pas d'autre choix que de signer cet accord, ne serait-ce que pour éviter que l'aide militaire des États-Unis ne soit totalement coupée. Comme on l'a dit, il est toujours plus facile de forcer la victime à céder que de s'attaquer sérieusement à l'agresseur, en l'occurrence Vladimir Poutine, qui au passage doit être aux anges. Par contre, ceux qui ne sont pas du tout ravis, ce sont les dirigeants européens. Eux, ils sont sous le choc et extrêmement inquiets. Les réactions ne se sont d'ailleurs pas fait attendre. Les décisions récentes de Trump ont provoqué un tel tollé en Europe que même des figures importantes de l'alt-right, pourtant proches de Trump idéologiquement, ont déclaré des choses comme celle-ci. Marine Le Pen condamne la brutalité de la décision des États-Unis de suspendre l'aide à l'Ukraine. On peut parler d'opportunisme politique en l'occurrence. La rupture des négociations et de l'aide entre les États-Unis et l'Ukraine ne profite qu'à Poutine. J'espère que Keir Starmer pourra utiliser son nouveau rôle pour rapprocher les deux parties et rapidement. C'est un réveil brutal. Un véritable électrochoc. Prenons Nigel Farage par exemple. Ce type, même s'il est en froid avec Elon Musk, reste un ami de Trump. Il était même à Mar-a-Lago le 5 novembre dernier pour suivre les résultats des élections aux côtés du candidat républicain. On peut pas vraiment dire que c'est un woke, comme certains aiment le répéter. Mais bon, qui sait, peut-être que maintenant Le Pen et Farage sont devenus progressistes, allez savoir. Blague à part, le fait est que Trump enchaîne les attaques contre tout ce qui touche de près ou de loin à l'Ukraine et à l'Europe. Et c'est précisément pour ça que de nombreux dirigeants politiques, même ceux qui l'ont soutenu aveuglément pendant des années, commencent à prendre leur distance. Bon, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas, Viktor Orban? Et ce qui se passe ces dernières heures ne se limite plus au bras de fer avec l'Ukraine. En parallèle, d'autres événements du même genre sont en train de se produire. Regardez un peu ça. La Maison-Blanche cherche un plan pour un possible allègement des sanctions contre la Russie selon des sources. Comme vous venez de l'entendre, tout porte à croire que Washington travaille sur un plan visant à lever les sanctions économiques contre la Russie, aussi bien celles qui touchent le pays lui-même que celles qui ciblent les oligarques proches de Poutine.
Selon les sources de Reuters, l'administration Trump aurait demandé au département d'État et du Trésor d'établir une liste de sanctions qui pourrait être assouplie, afin que les responsables américains puissent en discuter avec les représentants russes dans les jours à venir. En fait, ça ferait partie des pourparlers qu'ils mènent actuellement avec Moscou pour améliorer leurs relations. La nouvelle administration change rapidement toutes les configurations de politique étrangère. Ça correspond largement à notre vision. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. On ne sait pas encore précisément quelles sanctions seraient levées en premier, mais Trump pourrait signer un décret présidentiel pour lancer un processus de, d'assouplissement et d'allègement. Néanmoins, la levée des mesures concernant certaines entités nécessiterait l'approbation du Congrès. Et que demande Trump en échange? Eh bien, il semblerait qu'il faille commencer à regarder du côté de l'Iran. Poutine accepte d'aider Trump à négocier des pourparlers nucléaires avec l'Iran. Poutine deviendrait un intermédiaire, un émissaire de la Maison-Blanche à Téhéran. Vous l'aviez vu venir celle-là ou pas? Eh ben, Trump ne veut pas seulement marquer des points pour la paix en Ukraine, il veut aussi atteindre d'autres objectifs politiques. Par exemple, un accord avec les ayatollahs. Et ce n'est pas tout. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines à peine, Trump annonçait déjà vouloir reprendre les pourparlers avec Kim Jong-un, un autre scénario où Poutine pourrait lui être utile. Alors quel est le problème dans tout ça? Eh ben, le problème, c'est que pour obtenir ce qu'il veut, Trump semble prêt à sacrifier l'Ukraine et avec toute l'Europe. Sans oublier que son bilan nous montre qu'avec Trump, les tyrans obtiennent toujours gain de cause. Par exemple, il a fait la paix avec les talibans en échange de leur livrer l'Afghanistan. Et maintenant, il semble vouloir faire quelque chose de très similaire en Ukraine. Et évidemment, avoir Poutine comme intermédiaire, c'est pas non plus très rassurant. Quoi qu'il en soit, c'est la nouvelle ère Trump. Une nouvelle ère qui fait peur. Et même très peur à la moitié du monde et particulièrement à l'Europe. D'ailleurs, on a tous lu cette nouvelle il y a quelques jours. Von der Leyen a proposé un fonds de 150 milliards d'euros pour des priorités telles que la défense aérienne, les missiles et les drones, dans le cadre d'un ensemble de propositions qui, selon elle, pourrait mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Le vieux continent est enfin en train d'amorcer une inertie. Que ce soit trop ou trop peu, suffisant ou non, trop tard ou trop tôt, on va en discuter dans les prochains mois. Mais les messages deviennent très clairs. L'Europe ne fait plus confiance à Washington. Est-ce que vous vous souvenez des propos de Kaja Kallas, la haute représentante de l'UE pour la politique étrangère? Il y a quelques jours, suite à la dispute dans le bureau ovale, elle a déclaré ceci. Aujourd'hui, il est devenu clair que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. C'est à nous, Européens, d'accepter ce défi. Emmanuel Macron a proposé de créer un parapluie nucléaire avec ses propres bombes atomiques pour protéger l'ensemble de l'Europe. Une option qui n'avait jamais été envisagée de manière aussi directe auparavant. Macron va discuter de dissuasion nucléaire avec les alliés européens. Et c'est pas tout. En parallèle, le Royaume-Uni s'apprête à discuter de l'envoi d'une force européenne de maintien de la paix en Ukraine une fois la guerre terminée. Le Premier ministre britannique Keir Starmer souhaite qu'une coalition de pays européens déploie environ 30 000 soldats en Ukraine dans le cadre d'une mission de maintien de la paix une fois qu'un accord de paix, un cessez-le-feu ou un armistice soit signé. Starmer, je suis prêt et disposé à envoyer des troupes britanniques en Ukraine. Le ton est solennel, ce titre, il est lourd de sens. Et un truc très important, c'est que le Premier ministre britannique n'est pas le seul à être convaincu du bien fondé de cette démarche. La France, elle aussi, est en train d'envisager le déploiement de troupes françaises en Ukraine. Mais, bien entendu, cette proposition a provoqué des réactions en tout genre. Certains pays européens s'y sont opposés, tandis que d'autres, la majorité, ils ont gardé le silence. L'Allemagne va rejeter le plan de Starmer d'envoyer des troupes en Ukraine alors que l'Europe se divise sur l'accord de paix. La Pologne n'enverra pas de troupes en Ukraine, annonce Tusk. La question c'est, qui a raison? Les Britanniques et les Français ou les Allemands et les Polonais? En fait, c'est l'Ukraine qui possède actuellement la plus grande armée d'Europe. Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, son pays compte actuellement 980 000 soldats actifs, ce qui fait de loin des forces armées ukrainiennes les plus importantes en termes d'effectifs sur tout le continent européen. Pour vous donner une idée, le pays européen qui suit dans la liste, c'est la France, avec plus de 200 000 soldats d'actifs et plus de 41 000 réservistes, c'est-à-dire à peine un quart de l'effectif ukrainien. Et puis les Ukrainiens, ça fait 10 ans qu'ils sont en guerre sur leur propre territoire, ce qui nous a amené à nous poser une ou deux questions. L'Ukraine a-t-elle réellement besoin de 30 000 soldats européens après la fin de la guerre, alors qu'elle en a près d'1 million en service aujourd'hui? Oui, c'est une question pertinente. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'assurer la sécurité de l'Ukraine après la guerre? C'est précisément ce dont on va vous parler dans le chapitre suivant. Alors restez à l'écoute. Le prochain dilemme.
Des forces de maintien de la paix, oui ou non? Ce dilemme risque bientôt de dominer tous les gros titres européens. Comme on vient de vous le dire, il y a une grande division entre les principales puissances européennes sur l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine une fois la guerre terminée. Mais est-ce que ce serait pas une sorte de piège sans intérêt? Je m'explique. On va être très clair. Le nombre de soldats européens qui arriveraient en Ukraine ne serait pas suffisant pour dissuader efficacement la Russie. En fait, alors que Keir Starmer et Emmanuel Macron parlent d'environ 30 000 hommes, Zelensky en réclame près de 150 000 pour qu'il puisse, selon lui, vraiment jouer un rôle dissuasif. En plus, la plupart des experts sont d'accord avec le président ukrainien. La proposition actuellement discutée par l'Europe, elle est insuffisante. Mais alors, pourquoi Londres et Paris proposent-ils un scénario avec si peu d'effectifs? Pour commencer, les gouvernements britanniques et français savent qu'ils ont très peu de soutien pour exécuter ce plan. Moins de soutien signifie moins d'ambition dans les chiffres. Si l'Allemagne et la Pologne, deux des principales puissances militaires européennes, refusent de participer, il serait impossible d'atteindre les chiffres demandés par Zelensky. Le plan serait mort-né ou simplement bancal, purement cosmétique. D'autant plus qu'on vient d'apprendre que Donald Tusk a annoncé la réintroduction du service militaire en Pologne, ainsi que la volonté d'obtenir l'arme nucléaire. C'est un énorme game changer. Mais au-delà de la question de la taille de cette force européenne, il y a une autre question encore plus importante. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh ben, désolé de vous le dire, mais c'est probablement pas vraiment le cas. Ça pourrait même être contre-productif. C'est vrai que Washington n'est plus un partenaire fiable pour garantir la sécurité en Europe, et que des mesures auparavant impensables doivent être envisagées. Mais pas n'importe quelle mesure. Il ne s'agit pas d'envoyer des troupes pour le plaisir, mais de soutenir l'Ukraine encore davantage. En d'autres termes, la clé est d'augmenter le pouvoir de dissuasion de Kiev et de toute l'Europe pour l'après-guerre. Mais comment est-ce qu'on va y parvenir? Eh bien, essentiellement en renforçant l'industrie européenne de la défense. On va se le dire très clairement, l'industrie de la défense européenne, elle est à la traîne. Comparée aux industries américaines et chinoises, elle est clairement en bas de la liste. L'un des problèmes les plus graves, c'est que chaque pays veut favoriser ses propres entreprises au nom de la souveraineté et de la création d'emplois locaux. Et en plus de ça, les contrats à long terme brillent par leur absence et la production, elle est complètement fragmentée et dispersée. Le résultat, une industrie qui, à ce jour, ne peut même pas rêver d'égaler la capacité de production et le niveau technologique de l'industrie américaine. Alors, jusqu'à maintenant, on vous a dépeint le paysage européen. Le cas français, il est un peu à part. Mais revenons à l'Europe. Attention parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ces dernières années, l'UE semble sortir de sa léthargie. Même Ursula von der Leyen l'a clairement affirmé, relancer l'industrie de l'armement sur le continent européen est devenu une priorité. Et c'est pas juste un caprice, c'est une nécessité urgente pour soutenir la dissuasion ukrainienne. L'Europe doit armer ses armées, étendre et reconstituer ses arsenaux épuisés, et bien sûr, maintenir son soutien à l'Ukraine et à tous les pays européens frontaliers de la Russie ou de la Biélorussie. C'est déjà en cours en fait. Ces dernières années, le budget militaire des pays européens a fortement augmenté. En Ukraine, alors que Kiev dépense environ 6 milliards de dollars en armement, ils en produisent pour plus de 20 milliards. Comment est-ce que c'est possible? Naturellement, grâce à la collaboration européenne, tant au niveau des gouvernements que des entreprises privées. Par exemple, la Roumanie coopère actuellement avec l'Ukraine pour développer le missile antinavire P360 Neptune, la Lituanie pour créer le nouveau missile Palanitia, et la Slovaquie pour produire le drone longue portée ACS-3. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Mais bien sûr, cet effort, il doit être multiplié. Pour l'Ukraine, ce pari sur le réarmement à tout prix et le financement de sa propre industrie militaire est en réalité bien meilleur que n'importe quel déploiement de troupes. Et ce serait certainement plus pratique pour l'Europe également. Ça développerait une industrie puissante, garantirait sa sécurité à long terme et réduirait le risque d'une confrontation directe avec la Russie. En d'autres termes, dépenser l'argent là où c'est nécessaire au lieu d'envoyer une poignée de soldats en Ukraine avec peu de capacité d'action. L'Europe devrait se préparer non pas sur le sol ukrainien, mais le long de toute la frontière avec la Russie. Par exemple, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont vu doubler la présence de troupes alliées sous l'égide de l'OTAN ces dernières années. Il ne serait pas déraisonnable d'envisager des initiatives européennes de ce type, parallèles à l'OTAN, qui ne nécessiteraient pas l'aide ou le soutien des États-Unis. Toute la frontière orientale de l'OTAN pourrait être consolidée comme une zone hautement militarisée, avec des bases renforcées, une défense aérienne avancée et des troupes prêtes à agir en cas de besoin. Et tout ça, ça ne doit pas être chapeauté, mais au moins financé ou soutenu par les fonds de l'Union européenne. Et idéalement, l'Ukraine devrait faire partie de cette nouvelle structure de sécurité européenne. Les Ukrainiens ont un nombre important de soldats et de hauts commandants avec une expérience du combat qui pourrait être utile pour aider à sécuriser la frontière est-européenne. Les Ukrainiens ont un nombre important de soldats et de hauts commandants avec une expérience du combat qui pourrait être très utile pour aider à sécuriser la frontière orientale de l'Europe. Peut-être que dans un avenir pas si lointain, avec un financement suffisant, l'hypothèse qu'ils pourraient contribuer davantage que les soldats américains actuellement déployés sur le vieux continent, elle est réaliste. Et l'Ukraine, comprenez-moi bien, elle pourrait être disposée à le faire en échange de plusieurs choses.
de l'argent pour sa reconstruction, un flux constant d'armes européennes pour assurer sa dissuasion militaire contre la Russie, des garanties de sécurité mutuelle au niveau européen, dans le plus pur style de l'OTAN, une garantie solide d'adhésion à l'Union européenne dans un délai raisonnable. Ce serait un accord gagnant-gagnant pour les deux parties, et le Premier ministre ukrainien semble en être très conscient. Voici ce qu'il a écrit en personne il y a 3 semaines dans Politico. L'UE a besoin de l'Ukraine pour la protéger. Personne ne comprend mieux la guerre que les Ukrainiens. Aucun autre pays de la communauté européenne n'a une telle expérience militaire moderne. L'armée ukrainienne aguerrie pourrait devenir une alternative à l'armée américaine, qui compte actuellement plus de 65 000 soldats dans l'UE. Denis Shmyhal, Premier ministre ukrainien. Il est vrai que l'Europe n'est pas encore prête à emprunter cette voie. Faut être réaliste. Les Européens, ils ont un problème, ou plutôt une lacune. Les États-Unis disposent actuellement de technologies militaires que nous n'avons pas réussi à égaler en Europe, à part peut-être la France sur certains points. On pense par exemple à leur capacité de surveillance, à la guerre électronique, à leurs bombardiers stratégiques. À part quelques armements français, l'Europe n'a pas d'alternative à toutes ces solutions. Et c'est précisément ce que nous devons commencer à résoudre dès maintenant. Attention, parce que ce sont pas seulement les questions militaires qui doivent être résolues. Pour commencer, cette guerre a rendu une chose limpide. L'Europe ne peut plus jamais dépendre de la Russie. Alors certes, le gaz bon marché de Gazprom était une aubaine pour l'économie européenne, mais il a fini par devenir un piège. Depuis le début du conflit, l'UE a progressivement rompu ses liens énergétiques avec Moscou. Et le changement, il était brutal. Avant l'invasion, 45% des importations de gaz de l'Europe provenaient de Russie. Aujourd'hui, ce chiffre a chuté à 15%. Le dilemme, ce sera de savoir ce qu'il se passera une fois la guerre terminée et avec le passage du temps, lorsque certaines choses se normaliseront avec la Russie. Il existe un risque que certains pays européens, notamment ceux qui traversent une crise économique, comme l'Allemagne, soient tentés d'augmenter à nouveau leurs achats de gaz russe bon marché. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Parce que l'empêcher serait bien plus important pour la sécurité de l'Europe et de l'Ukraine que de déployer 30 000 soldats européens en Ukraine, dont l'Ukraine n'a pas numériquement besoin. Et c'est une histoire très similaire avec les sanctions économiques et financières. Il y a un vrai risque que l'Europe, surtout dans un contexte économique difficile, soit tentée de se jeter à nouveau dans les bras de la Russie dans certains domaines. On va être très clair, nous devons chercher des alternatives qui ne financent pas la Russie, comme renforcer l'industrie nucléaire et construire de nouvelles centrales pour devenir indépendants sur le plan énergétique. Quoi qu'il en soit, ce que de nombreux pays européens ont compris aujourd'hui, et ce que la France avait compris depuis déjà quelques décennies, c'est que l'Europe ne peut plus confier sa sécurité aux États-Unis. La prise de conscience de nombreux pays européens, elle a eu lieu lorsqu'on a vu Zelensky se faire prendre en otage sur la scène médiatique devant le monde entier par Trump et J.D. Vance. Voir le supposé leader du monde libre croire à tous les arguments et la propagande du Kremlin et mentir sur les données, les chiffres et les faits sans aucune modestie, ça a pas mal permis de mettre en perspective l'appui indéfectible des États-Unis. Voir une administration américaine qui préfère traiter Zelensky de dictateur et l'humilier publiquement tout en ayant un discours très amical envers Poutine, c'était déchirant. L'Europe n'a pas besoin de troupes en Ukraine. Les Ukrainiens ont seulement besoin que l'Europe soit de retour militairement et économiquement. Ça sera la tâche difficile à laquelle les capitales européennes et Bruxelles vont devoir s'attaquer. D'autant plus qu'on n'est pas à l'abri que dans certains pays comme l'Allemagne ou la France, l'extrême droite parvienne au pouvoir, ce qui serait catastrophique du fait de leur proximité idéologique avec le Kremlin. Alors, est-ce que le peuple européen saurait être à la hauteur? Seul le temps nous le dira. En attendant, les questions, c'est à vous que je les pose. Qu'est-ce que vous pensez du chantage américain envers l'Ukraine avec la suspension de toute aide militaire? Quelles leçons l'Europe et aussi l'Ukraine devraient-elles tirer de tous ces enseignements? Est-ce que vous pensez que Kiev ait réellement besoin de soldats européens sur son territoire pour assurer sa sécurité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner, à liker et à partager. Et nous, on vous dit à très vite pour plus d'actu. À ciao, bonsoir.